Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre stand. Merci Alors, de venir. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, le MCP, Mouvement Constituant Populaire, qui est en fait un mouvement fédérateur ou convergent en fait, qui a pour but de défendre, de mettre au centre de toutes les luttes une revendication unique, qui est l'avènement d'une première réelle démocratie en France, qui permettra de répondre ensuite à toutes les revendications qui pourraient être nombrilistes en fait. Et on estime que dans une démocratie, à minima, il faut que le peuple ait la maîtrise de la Constitution et donc qu'il puisse accéder de manière permanente et de manière autonome aussi au pouvoir constituant, par le RIC constituant, par un processus constituant populaire permanent. Et par ce biais-là, en fait, par la modification de l'article 89 pour y inscrire un processus constituant populaire permanent, ça permettrait donc au peuple, de manière autonome et permanente, de maîtriser les règles de la représentation. Et donc les représentants, quoi. Donc vous restez quand même sur une démarche de représentativité alors? Oui, parce que c'est de représentativité, mais aussi c'est un petit peu le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de multiples pouvoirs qui ne sont pas compris. Là, je parle pas au nom du MCP, je parle au nom de Benoît. Il y a plusieurs pouvoirs en fait qui ne sont pas compris dans la séparation des trois pouvoirs, comme le pouvoir monétaire, le pouvoir médiatique, qui du temps de Montesquieu, voilà, ils en parlaient pas trop. Peut-être élargir aussi la vision des pouvoirs. Et une démocratie directe, si on passe de but en blanc dans une démocratie directe là actuellement, tant qu'on n'aura pas le contrôle médiatique, les gens vont voter comme on va leur dire de voter, quoi. Ni plus ni moins, tant que le pouvoir médiatique ne sera pas séparé et contrôlé, et surtout qu'il n'y aura pas une pluralité au niveau de l'information et une impartialité médiatique. En fait, c'est ceux qui détiennent l'information un petit peu contrôlent les esprits ou les pensées, quoi. Ouais. C'est-à-dire que oui, une pluralité, parce qu'après tout le monde ne peut pas penser la même chose, même au niveau des médias. Aussi. Après, on comprend tout à fait la démarche, puisque ça fait partie aussi de nos démarches justement d'essayer d'avoir une représentativité pour le coup d'opinion au travers la pluralité des médias. Donc c'est aussi votre recherche, c'est de pouvoir garantir en tout cas une communication qui soit suffisante sur les enjeux, sur la méthodologie aussi, pour pouvoir... Alors vous, votre objectif, si je comprends bien, c'est quand même de réécrire la Constitution. Pas directement. Notre objectif, en fait, c'est surtout de faire de l'éducation populaire autour de la Constitution et de défendre un PCPP, un processus constituant populaire permanent. Mais le MCP n'a pas vocation de présenter un candidat aux élections. Il peut défendre un candidat qui par contre, qui proposera quelque chose qui sera en accord avec le socle commun, que vous trouverez sur le site du mouvement constituant populaire.fr. Et une fois bien sûr que les maillets, que tout l'écosystème MCP aura validé cette candidature, bien entendu. C'est pas une seule personne ou un petit groupe de personnes qui va décider ça, de soutenir la candidature. Mais du coup, ça veut dire que la Constitution serait en perpétuelle modification et changement? C'est pas un peu compliqué d'être sur une base qui est toujours en mouvement? Parce non, que si au contraire. Constituant permanent, ça veut dire que vous seriez toujours en train de travailler et de modifier la Constitution? C'est pas de travailler en permanence la Constitution, mais en fait de répondre à des besoins. Lorsque par exemple nous on a des représentants qui sont un petit peu, on va dire hors des lignes du judiciaire, qu'ils passent au-dessus de la justice, on pourrait très bien proposer des modifications constitutionnelles qui permettraient de justement que les représentants soient traités au même titre qu'un citoyen, quoi, lambda. Ouais, on va pas. Et c'est pas en fait de décider de tout le temps. C'est juste de mettre un cadre, enfin entre les mains du peuple. Et quand je parle du peuple, c'est pas que les gilets jaunes ou que les adhérents du MCP, c'est tout le monde, vraiment tout le monde. De mettre entre les mains du peuple la possibilité de pouvoir modifier les règles par rapport au contexte. Oui, et du coup de les adapter par rapport à un contexte. Donc du coup les lois ne seraient plus des lois pondues comme ça au hasard, ce serait systématiquement, enfin des lois, des articles de constitution en fait, qui s'adapteraient tout le temps à l'intérêt de la population. C'est ça, tout à fait. Et aussi, il y aura bien sûr un autre effet qui arrivera derrière si par cette stratégie, on arrive à obtenir ce PCPP, ce processus constituant populaire permanent, les représentants
vont forcément se tenir à carreau. Parce qu'ils vont se dire, là, si je tiens pas, par exemple, si je me fais élire par rapport à un programme électoral et que je fais tout l'inverse, je vais me faire taper sur les doigts et je risque soit de me faire révoquer, ou soit ils vont mettre en place des modifications constitutionnelles qui vont durcir en fait notre espace de liberté, quoi. Et oui, c'est un moyen de maintenir la pression de manière permanente en fait sur les élus et sur les représentants. Exactement, mais tout ceci, ce sont des scénarios qui sont envisageables grâce à ce PCPP, quoi. C'est pas des choses qui sont déjà après. Concrètement, est-ce qu'il y a quand même dans ce qui commence à se dessiner vers 2022, est-ce qu'il y a quand même des candidats, des profils ou du moins un profil type peut-être de personnes qui pour vous seraient intéressantes à ce qu'elles prennent le pouvoir, hein, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aiderait 2022? Est-ce que vous voyez un candidat ou une démarche qui pourrait vous aider à obtenir ce PCP? Ça, c'est une question délicate parce que je ne veux pas engager le MCP par rapport à un avis personnel. On va dire Benoît, est-ce qu'il a un avis personnel? Benoît, oui, il a un avis personnel. Par exemple, il y a Espoiric 2022, Clara Heger qui propose une modification de l'article 89. Donc c'est dans le cadre du socle commun. Mais pour l'instant, ça n'a pas été discuté posément au sein du MCP. Il n'y a pas eu de partenariat d'acté. Il n'y a pas eu de votation de mise en place au sein du MCP pour décider que oui, on soutiendra cette candidature. Là, c'est Benoît qui parle, c'est pas le MCP. D'accord. Donc dans la démarche, en fait, votre devenir au niveau de la population, enfin de cette méthodologie de travail, elle est quand même dépendante de ce qui va advenir après 2022. Ou vous avez un autre espoir, ou vous avez quelque chose qui fasse que... Mais en fait, on peut pas. Je pense que c'est un petit peu tôt aussi pour juger, oui. Et qu'il faut aussi creuser pas forcément les programmes, mais les propositions de loi, c'est le plus important parce que les programmes politiques, c'est souvent du marketing. Donc les propositions de loi, les professions de foi, voir la faisabilité, l'application, si c'est faisable dans notre constitution, voir si derrière il y a possibilité d'avoir les contrôles pour faire respecter aussi ces propositions. C'est quelque chose qui est complexe, que l'on ne peut pas faire des plans sur la comète comme ça, des projections. D'accord. Et donc là, dans la méthodologie de travail que vous pouvez avoir, en supposant qu'effectivement ce soit quelque chose qui se mette en place de manière officielle et démocratique, comment vous travailleriez pour travailler sur cette constitution? Est-ce que ce serait des groupes citoyens ou est-ce que vous organiseriez des référendums pour proposer aux citoyens ou à la population de proposer les nouvelles modifications de la constitution? Est-ce que vous avez une idée claire de la méthodologie par laquelle vous passeriez pour obtenir ça? Oui, mais de toute façon c'est les ateliers constituants, quoi, clairement. Ouais. Clairement, et cette modification d'article 89, elle doit être faite par le biais d'ateliers constituants citoyens. C'est pas aux élus d'écrire, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de représentation. C'est comme si on demandait à un salarié en fait de rédiger son contrat de travail. Alors c'est quoi cet article 89? Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'article 89, c'est l'article qui justement permet des modifications de constitution. Et actuellement, seul l'exécutif, le président, le gouvernement et le législatif, le Parlement peuvent accéder à ces modifications, peuvent proposer des modifications de constitution. Nous, l'idée, c'est en fait que les modifications de constitution soient aussi possibles par le biais du peuple et de manière autonome et permanente, donc par le RIC, que ce ne soit pas l'exécutif qui nous dise bon, là vous pouvez modifier ça, mais seulement cette partie et seulement dans ce temps donné. En fait, c'est au peuple de pouvoir le faire de manière permanente et autonome, et surtout que le peuple ait le dernier mot. Parce qu'on pourrait très bien aussi imaginer qu'on ait un RIC constituant, et que le RIC constituant, en fait, il soit chanté par le législatif, par le Parlement ou par le président qui garderait le dernier mot. Et oui, ça donnerait un petit peu référendum Europe, quoi. Oui, on vous interroge, mais on s'en fout. C'est ça, c'est consultatif, quoi. Demande votre avis, mais on fait ce qu'on veut, quoi. Donc là, dans la démarche, le MCP, c'est un collectif seul ou vous avez d'autres... Non, le MCP, en fait, c'est une fédération de groupes démocrates et pro-RIC. En fait, c'est inspiré des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de Gilets jaunes au sein du MCP. C'est la suite logique. Comme beaucoup de groupes ici, mais ouais. C'est ça. Et en fait, c'est un petit peu dans l'histoire des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez dans le début. Il y a Macron qui, pour essayer de calmer les choses, qui a proposé un cahier de revendications.
un cahier de revendications où tout le monde y allait de sa petite revendication nombriliste et qui... cahier de doléances? Ouais, le cahier de doléances, pardon, oui. Ouais. Où tout le monde se tirait dans les pattes, on rentrait dans des courses à l'indignation, ça crée un petit peu de division. Et puis là, il y a une intelligence collective qui s'est formée au sein des Gilets jaunes qui se sont dit, mais attendez, plutôt que de se diviser pour savoir qui c'est qui a la meilleure revendication, mettons en place des leviers politiques qui nous permettent d'agir directement dans la politique pour pouvoir répondre à l'ensemble des revendications. Et donc le RIC, c'était le RIC Karl à l'époque, et le mouvement constituant le MCP, quoi, le mouvement constituant populaire, a fait la même démarche, sauf que plutôt que de dire qu'un petit groupe de personnes disent bon on va créer une idée, on va créer un socle commun et puis on va demander l'union de tout le monde, c'est des groupes démocrates, plus d'une vingtaine, qui se sont regroupés, qui ont construit ensemble le socle commun, donc avec cette stratégie du pied dans la porte par la modification de l'article 89, et qui appelle à convergence et surtout qui a pour volonté de faire de l'éducation populaire autour de ces travaux et des travaux constituants, des ateliers et du RIC. J'allais dire une journée, un week-end comme celui-là d'université citoyenne. On est au dernier jour là de l'université citoyenne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça apporte à un collectif comme le vôtre? Et qu'est-ce que vous avez pensé généralement d'ailleurs de l'événement de ce week-end? C'était un très bel événement. On s'aperçoit qu'en fait on a tous le même objectif, en fait, de faire de la France une réelle démocratie, d'inclure le RIC. Il y a énormément de mouvements qui sont pro-RIC. Et du coup, c'est sympa parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être d'accord sur la forme, mais on a tous le même fond. Et je trouve ça, on va dire, encourageant, et puis ça donne de l'espoir, quoi. Ça donne de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, les gens réapprennent à discuter sans forcément partir dans les clivages ou sans se chamailler. Et ça, c'est très important parce que la démocratie, c'est aussi de l'intelligence collective, réapprendre à discuter, à mettre en place des arguments, sans partir dans les attaques ad hominem, sans partir... Et avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui n'ont pas la même vision. Ouais. C'est ce qui est le plus important aussi dans une démocratie, c'est ça, c'est de discuter, mais pas qu'entre personnes d'accord. On met en place des votations citoyennes, par exemple, qui auront lieu le 20 juin. Et ces votations citoyennes, on a deux questions, qui est êtes-vous pour ou contre le casier judiciaire vierge, et êtes-vous pour ou contre la comptabilisation comme suffrage exprimé du vote blanc? Mais là, on pourrait très bien faire des questions orientées en incitant les gens à voter pour. Ouais. Mais ce qu'il y a, on va dire par éthique, entre guillemets, on va mettre autant d'arguments pour que d'arguments contre. Ce qui est normal parce que c'est aux gens en fait de s'émanciper, de s'autodéterminer. Et on vit dans une société où on nous dit comment penser, si on pense bien ou si on pense mal. Et c'est très important en fait de respecter la pluralité d'opinions, quoi. Et quand tu dis des arguments pour et des arguments contre, c'est à quelle occasion? C'est-à-dire que vous attendez quand même qu'il y ait du débat? Oui. Qu'il y ait des rassemblements qui se fassent? Oui, mais c'est par le biais du maillage territorial. Il y a des groupes locaux qui ont déjà pris contact avec les mairies. Certains vont avoir de matériel de scrutin qui va être prêté par les maires, d'autres qui vont installer eux-mêmes leur petite table à proximité avec les papiers de vote, les arguments pour, les arguments contre. Mais en fait, on sait très bien que ça n'a aucun poids législatif. Cette votation, mais c'est surtout pour réapprendre les gens à voter et faire la part des choses entre voter et élire, entre désigner des personnes qui vont choisir de tout à notre place et nous, lorsqu'on va réfléchir et réapprendre à voter vraiment, à être des citoyens dignes de ce nom, quoi, et non des électeurs. On voyait tout à l'heure, on parlait donc du RIC qui effectivement fait assez l'unanimité, on va dire que tout le monde est un peu pour cette chose-là. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas peur que ça rejoint deux questions ce que je dis, c'est-à-dire que si demain il y a un candidat qui va prendre ça, peut-être pas de manière sincère, mais va utiliser le RIC pour vous laisser miroiter à des groupes comme le vôtre, oui, vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Est-ce que vous avez des dispositifs, est-ce que vous avez une méthodologie qui vous permet justement de faire le tri? C'est un peu la continuité de la question de tout à l'heure. Comment vous faites le tri sur les personnes qui sont le plus aptes à mettre en place ce qui va vous permettre de réussir? Mais c'est simple, c'est la volonté. Si le RIC, par exemple, si c'est un professionnel de la politique qui dit bon, ok, on va mettre le RIC, mais c'est moi qui l'écris. Bon, déjà, on va voir que c'est déconnant.
Et puis surtout, il y a énormément de formations aussi par le biais du serveur Discord du MCP, où les maillets participent aussi, enfin mènent eux-mêmes leur agora. On fait aussi des analyses sur les programmes électoraux, et on partage en fait. Une fois qu'on a compris, c'est pas très compliqué en fait. Une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme du RIC et le fait que ce soit inscrit par les citoyens et non par ceux qui vont être soumis à ces règles, on a à peu près compris tout le fonctionnement, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, lorsque c'est pas un salarié qui va écrire son contrat de travail, c'est l'employeur. Mais là, c'est la même, quoi. Donc une grosse charge de travail au niveau éducation populaire et éducation politique. C'est ce qu'avait commencé à faire, ce que continue à faire Étienne Chouard, parce qu'il a fait quand même des grosses tournées pour aller expliquer la Constitution et expliquer aux gens qu'effectivement ils étaient à même d'écrire des constitutions eux-mêmes. Ce travail-là, vous en êtes où aujourd'hui? Je parle pas que d'Étienne Chouard, mais est-ce que vous avez vraiment la sensation que les gens ont évolué ces derniers mois, ces dernières années? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça avance vraiment petit à petit, cette éducation politique? Je pense que cette question, il faut la contextualiser aussi par rapport à la crise sanitaire. La crise sanitaire a mis des bâtons dans les roues un petit peu à tout le monde. Nous, on était sur une stratégie de maillage territorial, donc de créer du lien social aussi par rapport au bassin de vie des gens, à leur localité, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils mettent en place des ateliers et tout ce qui s'ensuit. Cette crise sanitaire nous a coupé l'herbe sous les pieds un petit peu. Et donc ça devient très compliqué. On fait des ateliers en ligne, on a énormément de partenaires qui font des ateliers constituants en ligne, comme les gens antivirus, qui font des mumbles constituants tous les mardis. Du coup, bon, on essaie de donner un petit peu les clés, les outils, mais un atelier constituant, il faut pas attendre d'être un professionnel en fait pour faire. Et il y a rien de compliqué, on a une constitution, on sait quel article viser, l'article 89, on prend l'article 89, une feuille de papier, ok, comment on peut donner en fait le pouvoir, comment faire en fait, comment écrire la bonne phrase qui va faire que les représentants vont pas pouvoir nous chanter là-dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est construire une phrase, quoi, tout simplement. Tout simplement. Oui, mais qu'il soit compréhensif par le plus grand nombre et qu'il soit le plus exact et le plus proche de la réalité possible. D'où l'intérêt de faire écrire par des citoyens et pas par des professionnels de la politique dans du langage juridique, quoi. Oui. Et il faut simplifier tout ça, quoi. C'est une constitution, ça doit être quelque chose qui doit être simple à lire et compréhensible de tous, parce que c'est le contrat social, quoi, de la société. C'est ce qui détient c'est ce qui met en place les règles de la société. Et même, c'est quand même aberrant que notre système éducatif ne prévoit pas d'éducation de droit constitutionnel, mais en simplifiant. C'était un peu le but de l'éducation civique à l'époque, c'était d'apprendre justement aux jeunes. C'est vrai que ça a disparu, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez beaucoup de boulot aujourd'hui, c'est qu'il faut pallier à ce manque et apporter à des gens maintenant adultes les outils pour pouvoir comprendre la Constitution, voire même l'écrire. C'est pas une mince affaire, mais c'est bien que certains s'y collent. Est-ce qu'il y a une fin à votre travail? Est-ce qu'il y a une finalité à un moment où vous dites, bon bah ça y est, on a modifié la Constitution, maintenant c'est fait, on passe à autre chose? Mais une fin en soi, non, il y a jamais de fin, parce que lorsque on veut que le pouvoir actuellement est entre les mains d'oligarques. On est ok là-dessus, et le peuple, lui, il veut reprendre la main sur les oligarques et en faire de ces oligarques des représentants. Donc eux, ils vont se défendre. En fait, ça sera une bagarre pour moi, à mon sens, mais là c'est Benoît qui parle, toujours. Ça sera une bagarre perpétuelle. Chaque fois que le peuple va apporter cette modification, va reprendre le pouvoir. Le pouvoir, il va essayer de chanter, peut-être passer par des lois organiques pour contourner un petit peu. Et là, le peuple, il faut qu'il réagisse et remodifie. En fait, ça va être un jeu un petit peu sans fin. C'est ça. Voilà, D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, un appel ou une information, quelque chose que vous voudriez demander à la population, ou tout simplement une dernière parole à dire? On va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un appel que vous voulez lancer ou quelque chose que vous voulez vraiment communiquer particulièrement à la population aujourd'hui? Mais discutez avec tout le monde, surtout avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Tolérez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais au moins vous tolérez, parce que c'est le nombre, notre seule force c'est le nombre. Nous n'avons pas tous les leviers du pouvoir. Et puis n'hésitez pas à venir consulter la page Facebook, Instagram, Twitter et YouTube du MCP, et de venir vous inscrire sur le site du mouvement constituant populaire.fr.
de participer au maillage, de vous inscrire au maillage. Vous serez mis en relation avec des personnes de votre bassin de vie et pour partir dans cette aventure afin de changer vraiment les choses et de faire de notre régime une réelle démocratie, quoi. Merci. Oui, c'est même par curiosité, ils peuvent venir Oui, voir un oui, peu comment ça se passe et puis au moins savoir que ça existe et comment ça fonctionne. C'est ça, tout à fait. Et puis sur le site, vous trouverez en fait le MCP, c'est une boîte à outils géante. Ouais. Vous trouverez des lettres qui appellent les magistrats, les citoyens travailleurs de la justice à pas rejoindre le MCP, mais à s'intéresser à ce PCPP, à ce processus constituant populaire. Il y a une lettre aux armées, il y a une lettre aux maires, il y a une lettre aux journalistes, parce que le journalisme, c'est très important dans une démocratie. Merci. Et du coup, vous pouvez venir piocher des idées, parce que il n'y a rien vraiment qui... En fait, il ne faut pas que les idées soient accaparées par une personne ou quoi. Une idée, il faut qu'elle circule, il faut qu'elle prospère, il faut que les gens la comprennent et il faut que ça circule tout ça, quoi. Il faut partager, n'hésitez pas à partager. Ben, merci beaucoup Benoît, et puis ben, on manquera pas de suivre un peu ce que vous faites, et puis ben, on verra un peu ce que ça donne par la suite, et puis ben, on vous souhaite un bon retour. Mais merci beaucoup Jim, Ben, au plaisir. Merci.